Bonjour à vous et bienvenue dans la quotidienne condensée du numérique. Quelques minutes, l'essentiel de la tech. Et pour l'intégrale de toute la tech, je vous rappelle, nous avons un live tous les jours à 11 heures, dont le replay est disponible en lien en description, juste en dessous. En parlant de description, de liens et tout, c'est le moment, les pouces bleus, les abos, les alertes, la cloche, tout ça. C'est bon? C'est fait? Ok. Eh bien, je vais vous parler maintenant des dernières annonces de chez Huawei, des dernières annonces de chez Razer, celle de chez Sony, une annonce pas cool du côté de chez Canon et les imprimantes notamment. On parlera réseaux sociaux et politique, vous allez voir, ça va très bien se passer. On parlera aussi people et réseaux sociaux, ça va aussi très bien se passer. Et un peu de cloud gaming pour terminer cette semaine. C'est parti. Commençons avec Huawei. Le géant chinois a fait des annonces hier matin et je vous rappelle que c'est un géant chinois dont la situation est un peu précaire, puisque avec la guerre commerciale et politique qu'il y a entre l'Occident et la Chine, Huawei est notamment blacklisté de beaucoup de fournisseurs, notamment américains. Ce qui fait que vous allez voir, ces dernières nouveautés sont évidemment pas sous Android et elles n'ont pas non plus la 5G. On aura donc du coup des téléphones, du son et des smartwatches. On va commencer avec les smartwatches, donc la Watch GT3 et la Watch Fit Mini qui sont vendus entre 230 et 250 euros. Un peu étonnant puisque ces montres ne sont pas non plus apparemment sous Harmony OS, qui était l'OS et l'écosystème longuement et lourdement vanté par Huawei ces derniers mois pour eh bien, écoutez, rebondir après s'être fait larguer par Android. On attendra de voir ce qu'elles valent, puisque notamment les Huawei Watch avaient plutôt une bonne cote. Côté son, nous avons deux produits un peu, dont un qui est étonnant. Le premier est une collaboration avec la marque française De Vialet, dont vous connaissez souvent les enceintes sans fil en forme de coquillage très puissantes et très chères. Et bien ici, nous avons un Soundjoy qui est une sorte d'enceinte portable Bluetooth qui ressemble beaucoup à ce que peuvent faire notamment Ultimate Ears ou JBL. On verra ce que ça vaut. Et plus étonnant, des écouteurs rouges à lèvres. Alors non, ils ne vont pas vous maquiller l'intérieur des oreilles, ce sera un peu fâcheux, mais ce sont plutôt des buds de chez Huawei qui ont été redesignés avec une couleur rouge pétante et un petit boîtier rouge à lèvres. Résultat très très joli, mais résultat extrêmement cher puisque là où les FreeBuds se négocient un peu plus de 100 euros, il faudra ici payer 229 euros, soit quasiment le double pour avoir écoutez, ce coloris plus exclusif et ce boîtier plus joli et qui en même temps offre un peu plus d'autonomie. Je ne sais pas si ça marchera beaucoup, on verra notamment pendant les fêtes. On termine enfin avec le gros morceau, ce sont évidemment les nouveaux téléphones de Huawei, les Nova 9 et Nova 8i, des téléphones donc comme je vous le disais 4G et pas en 5G, qui comme d'habitude ont un hardware qui est plutôt costaud, notamment pour le Nova 9, un peu moins pour le Nova 8i qui coûte un petit peu moins cher. Vous avez évidemment, vous le connaissez maintenant les spécifications, des grandes dalles 6,7 pouces, de l'OLED 120 Hz non adaptatif, attention, du Snapdragon, notamment du 778 pour le Nova 9, 8 Go de RAM et 6 Go de RAM pour le Nova 8i, etc. etc. Toutes les spécifications qu'on trouve pas mal pour des téléphones donc vendus à 350 euros pour le Nova 8i et 449 euros pour le Nova 9, mais, bien sûr, pas de 5G, pas d'écosystème Android. Est-ce que ça fonctionnera en France et notamment chez les jeunes qui sont la cible de ces téléphones? Eh bien, réponse dans quelques semaines. Après les annonces de Huawei, passons à celle de Razer. Donc évidemment, si je vous dis Razer, vous allez voir, il va y avoir des couleurs qui vont s'afficher à l'écran. C'est obligé, c'est Razer bien sûr. Notamment composants de PC pour votre PC gamer. Est-ce que vous avez assez de couleurs dans votre refroidisseur liquide? Peut-être pas. Et bien grâce à Razer, maintenant, oui. Voici leur nouveau all-in-one, le Hanbo Chroma. Vous le voyez, ça se pose sur le processeur, ça se pose en haut ou derrière le boîtier. Ça refroidit le tout avec évidemment Chroma, c'est le programme de synchronisation des loupiotes de chez Razer. La même chose se retrouve dans leur Ventirad et leur ventilateur de boîtier. Nous avons évidemment un contrôleur hardware pour les ventilateurs et puis une alimentation, la Katana Chroma, absolument incroyable, pour que même dans l'endroit où on voit le moins la lumière possible, eh bien, il y ait quand même de la lumière. Ça, c'était les produits PC de Razer. Mais le produit qui n'a le plus intéressé chez Razer, c'était pas un produit PC, c'est un produit de tous les jours, c'est un masque anti-Covid. Et oui, leur masque anti-Covid, leur prototype, nom de code Hazelnut, eh bien, s'appelle désormais Zephyr et il est en vente pour 100 euros. Regardez-moi cette beauté si vous aimez l'esthétique très. Qu'est-ce qu'on disait ce matin en live? Très cyber goth ou Indus.
puisque ce masque, vous avez des filtres que vous pouvez changer, vous avez un ventilateur, vous avez des LED à l'extérieur, des LED à l'intérieur, une vitre transparente pour que les gens puissent vous voir parler et puissent comprendre ce que vous dites, etc. etc. On adore, on déteste, comme souvent chez Razer, mais je trouve que ils ont osé, en tout cas, sortir ce masque et aller au bout de leur délire. Donc voilà, si vous voulez avoir la bouche et même plus généralement le bas de votre visage rétro-éclairé comme si c'était des barrettes de RAM, eh bien c'est l'occasion ou jamais. Les Razer Zephyr, d'ailleurs, qui sont déjà en rupture de stock sur le site de Razer et qu'on pourra plus tard recommander pour 100 $. Passons maintenant à Canon. Et Canon, ce n'est pas une annonce d'un nouveau produit, mais c'est une annonce d'un procès. Aux États-Unis, un client actuel, David Lecraft, attaque le constructeur japonais en procès, notamment sa division imprimante. Pourquoi? Puisqu'il a acheté une multifonction chez eux. Donc je vous rappelle qu'une multifonction fait impression, copie, fax et scanner. Voilà, si je n'abuse, toutes les fonctions. Et il s'est rendu compte bien qu'il ne pouvait plus scanner, il ne pouvait plus numériser des documents. Pourquoi? La grande classique, il manque de l'encre dans l'imprimante. A-t-on besoin d'encre pour numériser un document? Bien sûr que non, mais encore plus grave que le fameux « il manque de l'encre bleue pour imprimer un document en noir et blanc » qu'on a tous vécu, dans le chat, je pense que 100% des gens ce matin m'ont dit qu'ils avaient vécu cette horreur. Et bien là, on a été encore plus loin puisque la fonction scanner de ce produit Canon se bloquait si on n'avait plus de cartouche d'encre. Je vous rappelle que l'encre est évidemment aujourd'hui plus chère que l'or ou que la platine au kilo, puisque c'est un business gigantesque où beaucoup de fabricants sont clairement coupables d'abuser pour vous forcer à acheter toujours plus d'encre avec les fameuses cartouches qui sont déclarées vides alors qu'elles ne le sont pas, les imprimantes qui s'arrêtent au bout de tant de milliers de pages imprimées, etc. etc. Ce qui est intéressant, c'est que cette class action déposée dans l'État de New York, si elle passe, eh bien déjà elle coûterait 5 millions de dollars à Canon pour dédommager son client, qui n'est pas content du tout et qui explique dans sa plainte que à aucun moment dans la description du produit ou sur la boîte, il était indiqué que cette imprimante se bloquerait entièrement en cas de cartouche d'encre manquante, il n'aurait pas acheté sinon. Et surtout, si ça fait jurisprudence, eh bien ça va coûter très cher à Canon et à beaucoup de fabricants d'imprimantes. On sait que souvent, ce sont ces catégories de produits qui sont montrés du doigt pour tous les pires abus de l'obsolescence programmée et de la revente forcée. Passons maintenant aux réseaux sociaux. Je vous rappelle, hier, on a découvert que Donald Trump avait annoncé non seulement son réseau social, mais tout son groupe média. Je vous rappelle, Truth est disponible sur invitation. Romain Chaland est allé voir un peu sa fiche produit pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et méga surprise, ça ressemble beaucoup à un certain réseau social de micro-blogging. Voici les screenshots. Suivez la vérité, bien sûr, avec Donald Trump. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est que déjà, Donald Trump est très ambitieux puisqu'il a révélé un groupe qui s'appelle le Trump Media Technology Group, qui voudrait venir concurrencer les réseaux sociaux, qui voudrait venir concurrencer les services de SVOD, qui voudrait venir concurrencer les médias traditionnels et qui voudrait même venir concurrencer les fournisseurs de services cloud et data center. On ne s'arrête pas là, quitte à faire un pitch de vente sur un whiteboard, autant mettre la max dans votre PowerPoint. Plus sérieusement, on s'est demandé aussi très rapidement qu'est-ce qui se cachait, qui a été le moteur qui se cachait un peu derrière Truth. Qu'est-ce qui se cache derrière la vérité? Eh bien, fin du suspense, c'est l'infrastructure Mastodon qui a été découverte derrière. Un journaliste du Daily Dot déjà a réussi à trouver le lien pour s'inscrire sur Truth et évidemment à réserver le nom de Donald Trump qui n'avait pas été réservé. C'est vraiment absolument incroyable. Mais il s'est aussi rendu compte, on s'est rendu compte dans le thread que tout cela ressemblait quand même beaucoup au code source de Mastodon, et Mastodon eux-mêmes a dit ça nous semble bien familier tout cela. Mastodon qui s'était déjà plaint à l'époque de Gab, un autre réseau extrémiste, que le fork de son code source soit utilisé à ce genre de fin et qui évidemment n'était pas très content. Et bien maintenant on le sait, Truth va tourner sur ce réseau social décentralisé. Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce qu'ils le feront avec autant de sérieux ou pas? On verra les questions. En attendant, j'ai hâte de voir les premiers micro-messages du compte @Donald Trump, qui est en fait un journaliste américain. Autre point avec les réseaux sociaux et la droite, pas que américaine, mais on va voir ici même la droite dans d'autres pays. Ça vient de chez Twitter, et Twitter a longtemps été accusé, alors peut-être par des gens et des médias de gauche, de favoriser des gens et des médias
de droite. Je vous laisse évidemment commenter et débattre dans les commentaires YouTube de cette vidéo avec beaucoup de bienveillance et de recul. Plus sérieusement, c'est une développeuse et chercheuse de chez Twitter qui a monté une équipe, Rumen Chadhuri, pour essayer de comprendre si l'algorithme de Twitter avait un penchant ou un biais politique, et si il savait pourquoi, d'où ça venait. Ces conclusions sont sans appel. Sur les différentes personnalités et médias généralistes de plusieurs pays qui ont été surveillés par son groupe, on se rend compte que dans 6 pays sur 7 qui ont été surveillés, donc les Canada, la France, l'Allemagne, enfin plus de 6 pays, le Japon, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, tous les pays avaient un biais. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je vous laisse lire la recherche complète, mais les trouvailles sont assez dingues. Sur les 6 cas sur 7, à part donc l'Allemagne, l'algorithme de Twitter a amplifié plutôt les comptes de personnalités politiques de droite par rapport aux personnalités politiques de gauche. De la même manière, sur les médias qui étaient déclarés plutôt de droite que de gauche par des organisations indépendantes à Twitter, de la même manière, l'algorithme de Twitter a amplifié plus les propos et les tweets des médias de droite que ceux de gauche. Alors, elle essaie de prendre du recul en expliquant que déjà, la classification droite et gauche est assez floue, et puis il y a aussi beaucoup de médias qui sont plutôt, on va dire, gauche modérée ou droite modérée ou centriste avec un léger penchement à gauche à droite. Bon, vous comprenez le truc. Disons qu'entre l'Humanité et CNews, il y a certaines nuances de gauche et de droite, mais qu'en attendant qu'elle puisse remettre un peu en question ces différents classements des organisations pour voir si tout se colle, ce qui est compliqué, c'est que Twitter ne sait pas exactement pourquoi leur algorithme, et juré premier craché, leur algorithme a un penchant plutôt pour le contenu et les personnes de droite par rapport à celles de gauche. Et évidemment, l'équipe de Twitter va se pencher dessus pour essayer de rééquilibrer la balance de la force dans l'univers. Restons sur les réseaux sociaux avec des gens qui sont peut-être de gauche, peut-être de droite, peut-être apolitiques, je ne sais pas. Mais ce sont les people et les artistes sur leurs réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux des people, donc des stars, sont des médias professionnels qui font de l'argent ou ce sont des réseaux sociaux personnels? Question un peu compliquée, mais question qui en ce moment est en train d'être tranchée avec des procès un peu surréalistes, notamment autour de l'actrice et chanteuse Jennifer Hudson et de la chanteuse Dua Lipa qui ont été attaquées en procès par des paparazzis. Pourquoi? Parce qu'elles auraient diffusé sur leurs réseaux sociaux des images d'elles prises par ces paparazzis et sans les payer, du coup elles se font attaquer en procès et spoiler, elles perdent ces procès. On se retrouve du coup dans une situation un peu surréaliste où des stars se font prendre en photo sans leur consentement par des photographes qui les revendent à des médias, qui eux-mêmes font de l'argent sur ces photos, sur ces stars qui elles ne gagnent pas d'argent, sauf quand ce sont des paparazzas comme on appelle ça. Et derrière, lorsqu'elles veulent elles-mêmes utiliser leurs propres photos d'elles qui ont été prises sans leur consentement sur leur réseau privé, se font attaquer en procès par ces mêmes photographes ou ces mêmes médias. Une situation un petit peu surréaliste, mais qui raconte aussi la difficulté du droit et du juridique sur notamment les réseaux sociaux. Je vous rappelle que l'actrice et mannequin Emily Ratajkowski avait posté un essai très très intéressant qui s'appelle Buying Back My Own Image sur le média The Cut et qui avait aussi mis fin un peu au game puisque elle avait réussi à mettre en vente un NFT d'une photo d'elle postée sur son réseau social mais qui appartenait à un magazine qui s'appelle Sport Illustrated et qui a été reprise et remise dans un cadre par un artiste qui s'appelle Richard Prince et qui l'avait vendu sans son autorisation. Est-ce que vous avez tout compris? Non, c'est peut-être le problème de nos sociétés aujourd'hui. En attendant, félicitations à Emily et bonne chance à Jennifer et à Dua. Restons dans les stars, ce coup-ci on va parler des stars de cinéma et des stars de séries télé qui composent le catalogue HBO. Je vous rappelle, le géant américain qui a notamment des petites licences sympas comme Les Sopranos, comme Game of Thrones et qui possède aussi, qui bosse avec des studios comme la Warner, New Line Cinema, etc. Avait lancé son service de SVOD HBO Max, venu rentrer dans l'arène des Netflix, des Amazon Prime Video, des Disney+, des Apple TV+, etc., etc. Un service qui compte déjà plus de 115 millions d'abonnés, mais pas disponible chez nous. Bonne nouvelle, ça arrive en Europe le 26 octobre. Voilà, ça c'est cool. Mauvaise nouvelle, ça n'arrivera en France que en 2022, puisque je vous rappelle que pour l'instant, OCS, Orange Cinema Series, détient les droits de diffusion des séries HBO dans l'Hexagone. Alors attention, OCS diffuse les séries HBO dans l'Hexagone, mais HBO Max, c'est plus que les séries HBO. En tout cas, il faudra attendre d'ici pas 2022, mais 2023 que ce contrat se termine pour que HBO Max soit enfin disponible en France.
On termine avec du jeu vidéo et du cloud gaming aujourd'hui. Déjà, bonne nouvelle, on a retrouvé les GeForce RTX 3080 que tout le monde essaie de trouver depuis un an. On les a retrouvées. Mauvaise nouvelle, elles sont toujours pas dans des magasins et en vente libre, elles sont désormais dans des data centers. Nvidia, le géant américain, vient d'annoncer des nouveaux SuperPods qui vont venir s'ajouter à leur serveur de cloud gaming actuel du service GeForce Now pour une nouvelle offre très haut de gamme. GeForce Now 3080 comme il s'appelle, et qui va vous proposer donc une carte graphique 3080, un processeur AMD Threadripper et évidemment du coup des performances très haut de gamme puisque vous atteindrez le 1440p à 120 images par seconde ou la 4K à 60 images par seconde si vous avez un boîtier Nvidia Shield, un boîtier TV Nvidia Shield. Donc bonne nouvelle si vous vouliez jouer dans des conditions luxueuses en termes de graphisme. Je vous rappelle que GeForce Now ne permet pas de trop régler malheureusement vos réglages graphiques aujourd'hui. Mauvaise nouvelle, c'est qu'évidemment ce prix va augmenter. On est 2 fois plus cher que le GeForce Now actuel, 100$ pour 6 mois. Bref, de quoi vous faire un kiff sur un jeu que vous attendez particulièrement et qui est très gourmand. On termine avec l'autre solution de cloud gaming et qui a peut-être un peu moins le vent en poupe que GeForce Now, c'est Stadia. Qui se rappelle de Stadia? Il y a au moins 15 ans Stadia, c'est fou ça. Bon. Plus sérieusement, je vous rappelle que le service de cloud gaming lancé en grande pompe en novembre 2019 par Google s'est pris un énorme vent. Ce n'était pas la faute à la solution technique qui marche plutôt bien, mais au business model qui vous obligeait à racheter un peu tous vos jeux à prix fort avec un catalogue pas très étendu, une politique pas très claire, pas d'amis, pas de gens, etc. Ça n'a jamais décollé. Depuis, le service a fait un peu machine arrière. Les studios internes de Stadia qui devaient faire des jeux exclusifs ont fermé avant même de sortir des jeux et on n'en entend plus trop parler. On se demandait du coup si, lorsque vous avez un service qui est bon techniquement mais qui ne marche pas autrement, devrait plutôt bosser pour les autres, en marque blanche notamment, et bien c'est en train de se faire et on a vu notamment que l'opérateur américain, le géant américain AT&T, a lancé une offre pour jouer au jeu Batman Arkham en cloud gaming. Voilà, c'est un essai pour l'opérateur et AT&T qui a confirmé que c'était bien sur une solution Stadia en marque blanche que tournait cette solution. Donc voilà peut-être l'avenir de Stadia, c'est de fournir juste des services mais de ne pas venir bousculer et révolutionner le jeu vidéo. Ce sera le job des autres. Désolé Google. C'est la fin de cet essentiel de l'actualité. On vous laisse évidemment avec nos tests maison et nos comparatifs. Et d'ailleurs, en parlant de comparatifs, nous avons remis à jour tout notre comparatif d'écrans d'ordinateur, notamment les écrans LCD. C'est Tanguy qui vous détaille tout cela. Bien sûr, la qualité d'image et la réactivité, la colorimétrie sont des fonctionnalités, enfin des notations prépondérantes, on va dire, avec le plus gros coef dans nos notations. Mais nous allons aussi prendre en compte notamment la présence dans la connectique du HDMI 2.1. Nous allons prendre en considération aussi la puissance des ports USB-C qui vous permettent de faire plus que de juste passer du data, mais peut-être de recharger votre ordinateur, par exemple. Plein de petits changements aussi, et notamment sur la qualité d'image en sortie de boîte et pas juste après réglage de notre part, qui ont un peu changé nos classements. Donc ne vous étonnez pas, mais comme vous le savez, nos classements, c'est un peu l'essence des numériques, on essaie de toujours faire mieux. On continue à faire des tests avec un produit qui m'intéresse beaucoup. On vous parle beaucoup d'aspirateurs robots. Eh bien, voici un aspirateur serpillière robot qui vaut 600 €. Il vient de chez Yidi, c'est le Mop Station, Mop pour serpillière en anglais bien sûr. Et vous allez voir, c'est très mignon puisque il est armé de 2 petites serpillières rotatives et lorsque celles-ci sont assez sales ou trop sèches, eh bien il vient dans sa petite station d'accueil pour recharger la batterie mais aussi vider l'eau sale et récupérer de l'eau propre avec du savon et repartir nettoyer vos sols. La bonne nouvelle, c'est que d'après nos tests, eh bien ce robot fonctionne très bien, les sols sont très très bien lavés, il se repère bien dans nos espaces malgré l'absence de lidar. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est très lent puisqu'il a besoin de beaucoup retourner dans sa station pour nettoyer ces petites serpillières et les recharger en eau propre. Encore une fois, le but d'un aspirateur robot, c'est de fonctionner lorsque vous n'êtes pas là. Autre test, une tablette qui ne nous a pas du tout enthousiasmé, la MatePad T10S, une tablette entrée de gamme, plutôt jolie, plutôt bien finie, mais c'est à peu près tout ce qui lui reste. C'est pas ça qui va relancer les tablettes Android. Enfin, bien sûr, le test de l'Alpha 7 4 qui a été annoncé par Sony, officialisé par Sony hier. Un appareil photo qui a été annoncé à 2500, mais vous voyez qui est déjà 2800 € et qui coche beaucoup de cases, très performant photo, très performant vidéo. Est-ce que c'est assez pour vraiment creuser l'écart avec notamment le Canon EOS R6 et le Nikon Z6 II? Réponse dans ce test très complet de Guillaume. On terminera enfin sur les collègues du service informatique qui continue de tester Windows 11 et surprise, nous avons fait un benchmark d'autonomie par rapport à Windows 10 sur 4 ordinateurs différents et quasiment à chaque fois Windows 11 perd beaucoup d'autonomie entre
40 minutes et 2 heures littéralement. Il n'y a qu'un ordinateur, le HP Pavilion 15, qui lui gagnerait un peu d'autonomie. On a refait les tests en tout cas, c'est pas très cohérent et surtout, ce n'est pas très bon signe. Décidément, sous Windows 11, bref. C'est la fin de cette quotidienne condensée des numériques, c'est aussi la fin de la semaine. J'espère que vous allez passer un très bon week-end. On se retrouve nous dès lundi à 11 heures pour nos lives sur Twitch et dès lundi à 18 heures pour une prochaine condensée. Merci de votre fidélité et à très vite. Ciao ciao.